20h sur DTV, le journal et ses titres. Mame Mbaye Niang démissionne du gouvernement. Le désormais ex-ministre du Tourisme parle de convenance personnelle pour justifier sa décision. Celle-ci intervient dans un contexte de polémique autour de la gestion du Prodac quand il était ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Dialogue sur le pétrole et le gaz. Sénégalais, opposition et pouvoir ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ce 12 juin s'ouvrent les discussions. Et puis la banlieue sénégalaise clame sa soif et a manifesté sa colère. Le ministre de l'Hydraulique annonce un retour à la normale d'ici mi-juillet et propose des alternatives. Le Sénégal se rappelle aujourd'hui son premier président de l'Assemblée nationale. Ça fait 50 ans que Maître Lamine Gueye nous a quitté. La vie et l'engagement politique de l'ancien maire de Dakar à voir dans cette édition. Bonsoir, je vous l'annonçais, Mame Mbaye Niang n'est plus ministre du Tourisme. Il a présenté sa démission. Il évoque des raisons de convenance personnelle pour justifier sa décision. Une décision qui surprend plus d'un. Le désormais ex-ministre du Tourisme était un fervent défenseur du régime en place. Il a dernièrement observé un petit recul par rapport aux sorties médiatiques. Cette posture a été perturbée par une nébuleuse supposée ou réelle et entrée à la gestion du Prodac. Il était alors ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction civique. Mame Mbaye Niang n'est donc plus ministre. Reste à voir ce qu'il en sera de son avenir politique. Sur les ressources naturelles, la date retenue, c'est le 12 juin prochain. Ces discussions risquent de se tenir sans la présence d'une bonne frange de l'opposition sénégalaise. Les partisans du président Macky Sall appellent l'opposition à répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, mais celle-ci semble intraitable sur cette question bien précise. Les précisions de Djibril Sardioni. C'est désormais officiel. La date retenue pour le démarrage des travaux du dialogue national sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières est le mardi 12 juin. Des conclaves qui s'annoncent déjà palpitants. Tout ce qui est énergie, source d'énergie, j'ai bien dit, c'est pour le peuple sénégalais. Donc il faut en parler. Il faut en parler avec toutes les composantes du pays. Macky Sall, ce n'est pas un homme de dialogue, une fois de plus. C'est-à-dire que quand tu dois dialoguer, je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire pour mettre en confiance l'opposition significative avant maintenant de songer à des dialogues. Donc il aurait pu le faire avec son gouvernement, parce qu'il a été élu pour ça. Et aujourd'hui, il appelle vraiment tous les démembrements de notre pays, de la nation, pour venir discuter. Je pense que c'est une excellente chose. Un dialogue qui, selon l'initiateur, en l'occurrence le président de la République, contribue à instaurer une gouvernance transparente et inclusive, une idée réfutée par l'opposition qui, à 90%, a décidé de boycotter ces pourparlers. L'écrasante majorité de l'opposition ne sont pas prêts à participer dans ce dialogue que je peux considérer de farce, de tromperie. Et moi je pense que les gens de l'opposition qui ont décidé de ne pas participer à ce dialogue ne sont pas, personnellement, moi ça c'est mon avis personnel, ne sont pas de bonne foi. Il faut être farouche opposant, mais venir discuter, dire que voilà les questions que vous avez posées, ou bien le dialogue comme je l'entends, voici ma position. Il ne s'agit pas d'accepter tout ce qu'on dit, il s'agit de comprendre ce qu'on dit. Du côté de la mouvance présidentielle comme de l'opposition, chacun juge cohérente sa démarche. Les objectifs fixés durant ce dialogue seront-ils atteints? Sur ce dialogue, il se pourrait qu'on revoie tous les contrats qui ont été négociés avec ses partenaires privés. Si on devait discuter du contrat des pétroles et autres, ça devait se faire depuis très longtemps. C'est pas qu'aujourd'hui, à la veille des élections présidentielles, au moment où il a signé pratiquement tous les contrats pétroliers, échanger avec lui par rapport à quoi? C'est donc clair, le dialogue sur le pétrole et le gaz va se tenir le 12 juin prochain. Une bonne frange de l'opposition a rejeté la main tendue du pouvoir. Pour Ande Dolel Khalifa Sall, l'heure de la mobilisation a sonné pour dire non à toute forfaiture et éjecter Macky Sall de son fauteuil.
Sur ce même registre, le grand Serigne de Dakar, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise, ne comprend toujours pas la démarche adoptée par l'opposition sénégalaise. Mais comment peut-on récemment célébrer les 10 ans de la tenue des assises nationales et ne pas répondre favorablement à l'appel au dialogue du président Macky Sall? C'est la question que Abdoulaye Makhtar Diop se pose. Il soutient qu'au nom de l'intérêt du peuple sénégalais, l'opposition devrait répondre favorablement à l'appel du président Macky Sall. Nous l'écoutons au micro de Mansour Sow. Le président Macky Sall, on va au dialogue. Xana yow fekke da nga né damay buldi ngir intérêt Sénégal. Wama ban texte au Sénégal m'ont obligé le président de la République à convoquer les gens pour la gestion des ressources du pays. Ça n'existe pas. La constitution du Sénégal est très claire. La constitution du Sénégal dit que le président de la République détermine et conduit la politique de la nation avec l'aide du gouvernement. Un point, un tiré. On ne dit pas de quelle manière, suivant quelle modalité. Faites le tour du monde. Il ne faut pas se tromper. Il y a des pays où les ressources pétrolières appartiennent à des individus. Quand vous allez aux États-Unis, les puits de pétrole appartiennent à des personnes ou à des sociétés. Et dans d'autres pays du monde. Au Sénégal, il modifie la constitution, rattache la propriété des ressources au peuple, à la latitude de gouverner. Mais il dit aux Sénégalais, venez que nous discutions pour l'avenir, qu'on se projette dans le futur. Mais ceux qui ne veulent pas aller au dialogue et qui disent qu'ils sont des politiciens doivent laisser les gens de la société civile et ceux qui sont d'accord à les négocier. Moi, je les invite à venir au dialogue. Je crois qu'ils savent avec quel degré de sincérité je m'adresse à eux, en privé comme en public. Mais comment peut-on célébrer les 10 ans des assises et ne pas aller au dialogue? Parlons à présent des collectivités territoriales et les exploitations minières. Ces circonscriptions peinent à percevoir les fonds d'appui évalués à plus de 38 milliards de nos francs. Pour ça, cela n'a aucune incidence sur la vie des populations à la base. Les acteurs de l'exécutif local ont aussi besoin d'être capacités. C'est ce que nous dit notre correspondant à Thiès, Daoud Chamdoma. Les communautés vivant dans les zones minières, les accompagner à bénéficier de leurs droits en termes de ressources financières générées par ces industries extractives, c'est l'objectif que s'est fixé Enda Diapol en partenariat avec le Forum civil section de Thiès. Ce projet financé par Oxfam pour une durée de 2 ans servira également de baromètre pour mesurer l'action des élus. Le but de la formation, c'est dans le cadre d'un projet avec Enda Diapol et en partenariat avec le Forum civil section Thiès dans les localités où se trouvent des industries extractives pour accompagner les communautés afin qu'elles puissent bénéficier, recevoir, qu'on puisse respecter leurs droits en termes de ressources générées par ces industries pour une meilleure amélioration de leur vécu. Le réseau national des personnes affectées par les opérations minières s'organise et se constitue. La voix des sans-voix liste leurs difficultés et précise leurs attentes. Il y a des difficultés entre les entreprises et les populations, liées au fait que les populations disent qu'elles sont spoliées de leurs ressources et elles n'ont pas vu les retombées positives. Tous les impacts négatifs comme la pollution de l'environnement, la dégradation de notre environnement, la pollution sonore et tout, nous recevons tous ces impacts négatifs. Mais tous les impacts positifs, nous ne les sentons pas. Manque d'emploi, pas d'emploi pour les jeunes, pas de structure, par exemple les biens sociaux. De 2010 à 2015, les collectivités locales peinent à percevoir leurs dus évalués à 38 milliards 204 millions et le décret 2015-1875 modifiant le décret 2009-1334 du 30 novembre 2009 portant création et fixant le taux et les modalités de répartition du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales laissent les ayants droit perplexes. À quand l'équité et le versement des sommes dues aux collectivités locales? Telle est la question qu'on se pose.
La politique, Malick Gakou défie le président Macky Sall à Fatick. Le leader du grand parti soutient que le chef de l'État n'a absolument rien fait pour son fief. Selon Malick Gakou, cela montre tous les signes qui montrent et qui prouvent l'échec cuisant du plan Sénégal émergent. Nous allons à Fatick pour rejoindre notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Et des femmes de Fatick, ville natale de Macky Sall, actuel président de la République, étaient trop petites pour accueillir Malick Gakou et le grand parti. Cette forte mobilisation est le résultat des difficiles et dures conditions de vie des populations. Ce qui fait dire aux responsables locaux du grand parti que le Sine a montré le dos à l'actuel régime. Fatick fait partie des régions les plus reculées au Sénégal du point de vue économique. Du point de vue des infrastructures, il n'y a absolument rien à montrer au niveau de Fatick. L'emploi des jeunes, n'en parlons pas. Les femmes aujourd'hui souffrent à cause tout simplement d'un manque d'accompagnement. Ces femmes-là ne sont pas financées, ces femmes sont laissées à elles seules, ou bien tout simplement c'est cette politique alimentaire qui continue à exister à Fatick. Les jeunes de Fatick aujourd'hui sont désœuvrés. Le président Malick Gakou parlait tout simplement de la jakartisation de l'emploi à Fatick, mais je pense que c'est la jakartisation de l'emploi effectivement dans cette région de Fatick-là. Galvanisé par la foule, Malick Gakou promet à Macky Sall une défaite cinglante à la prochaine élection présidentielle. Nous sommes persuadés que le 24 février prochain, je battrai le président de la République Macky Sall pour changer le Sénégal et remettre le Sénégal dans les rampes du développement économique et social. Rampes du développement économique et social. Notre pays a un taux d'endettement qui avoisine les 6 600 milliards de francs CFA. Le leader du grand parti a, dans son adresse aux Fatickois, démontré les failles du plan Sénégal émergent et les avantages de son plan alternatif sur le Sénégal. Ici même à Fatick, l'échec le plus patent, la traduction de cet échec incommensurable du plan Sénégal émergent, c'est la jakartisation de l'économie. Vous savez qu'aujourd'hui, la jakartomanie de Macky Sall, mais c'est le premier pourvoyeur d'emploi au Sénégal. Le candidat de l'espoir promet alors de dissoudre les institutions budgétivores et certains programmes inutiles dès son accession à la magistrature suprême. Situation financière du pays, Malick Gakou soutient mordicus que les caisses de l'État sont vides. Pour étayer sa thèse, le leader du grand parti parle des dettes intérieures et extérieures du pays. Je vous propose de l'écouter. Tout le monde sait que les caisses de l'État sont vides. C'est une lapalissade que de le dire. Mais si l'État a de l'argent, mais l'État n'a qu'à payer ses dettes. Si l'État a de l'argent, mais pourquoi l'argent est gardé quelque part? Non. L'État n'a pas d'argent. Non, l'État est en faillite. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est là qui dirige le pouvoir. Il le sait bien. Il sait bien que le PSE a échoué. Puisque le PSE n'a amené qu'au Sénégal de la précarité, de la pauvreté. Et le PSE a fini de rendre encore une fois beaucoup plus vulnérable la qualité de vie de nos populations. C'est pourquoi, oui, nous disons que les caisses de l'État sont vides. Mais Monsieur le ministre de l'économie et des finances dit que les caisses de l'État sont remplies. Mais alors l'État n'a qu'à payer ses dettes. L'État n'a qu'à payer la dette intérieure. L'État n'a qu'à payer la bourse des étudiants. Aujourd'hui, c'est l'État qui dit avoir les poches bien remplies. Mais les poches de l'État sont dans la poche du président Macky Sall ou dans la poche du ministre de l'économie et des finances. Tout autre chose dans cette édition, nouvelle plateforme de gestion des données numériques éducatives. Elle a été lancée au lycée scientifique de Diourbel. Cet outil appelé Simen va participer au renforcement des capacités de gestion et de pilotage du système éducatif. Elhadji Moussa Bey était sur place. Nouvelle plateforme des identifiants de l'éducation nationale. Simen vient ainsi révolutionner le secteur éducatif. C'est un nouveau système intégré d'information et de management des données unifié. Ce système a été mis en place pour développer des outils adaptés à la réalisation de nos ambitions pour l'école sénégalaise. Et ce projet Simen est complètement aligné aux 3 objectifs stratégiques que nous avons dans le paquet. Employés du ministère de l'Éducation, acteurs de l'établissement scolaire et parents sont associés à la plateforme grâce
à un identifiant IEN placé au cœur du système. Cet identifiant permet de se connecter au système d'information du ministère et d'accéder aux réseaux Wi-Fi, aux emails professionnels, aux ressources numériques et aux différentes plateformes dédiées. C'est un outil acquis grâce aux efforts des partenaires au développement, notamment le gouvernement japonais qui a contribué à hauteur de 591 millions de francs CFA. J'espère qu'une éducation de grande qualité s'étendra largement à tous les jeunes à travers le pays grâce à la diffusion de Siemens. Ces progrès sont de bon augure en vue de l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent et des objectifs de développement durable. Le programme va au fur et à mesure s'étendre sur l'ensemble du territoire, rassure le ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, les artistes Yoro Ndiaye et Aïda Samb ont été choisis ambassadeurs du programme pour sensibiliser sur les inscriptions. El Haj Moussabey, depuis le lancement du programme, plus de 25 000 inscriptions ont été notées, dont 15 000 déjà validées. Les régions de Ziguinchor et de Fatick sont en avance et le ministre de l'Éducation nationale incite tous les autres acteurs à s'inscrire massivement pour atteindre le taux de 90%. Nous l'écoutons au micro de notre reporter. Exhorter tous les membres de la communauté éducative pour que cette campagne d'inscription s'intensifie à partir d'aujourd'hui et qu'on puisse dépasser la barre des 90% d'inscrits, notamment au niveau des enseignants et des élèves, d'ici le 31 juillet prochain. Je voudrais évacuer une question. Parce qu'en général, quand il y a quelque chose de nouveau, il y a la peur, il y a l'inquiétude et une réaction de dire, pour ne pas citer Fongolumbi, je vais citer le village de mon grand-père. Là-bas, dans le village de Tchamen Kermasamba, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau, comment on va faire? Ça, c'est l'attitude négative pour aborder les questions. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Si on avait le même raisonnement de dire on attend que tous les villages du Sénégal soient électrifiés et accès à Internet pour commencer le développement de ce système, si on avait le même raisonnement au moment de l'entrée de la télévision, on aurait attendu que tous les villages puissent accéder à la télévision pour commencer à utiliser la télévision. Ne parlons pas de l'accès à la télévision, mais parlons de l'accès à l'eau. La banlieue dakaroise a soif. Plusieurs foyers sont sans eau. Dans certains quartiers, ce sont des camions citernes qui assurent la fourniture. Les populations n'en peuvent plus. Elles ont manifesté leur colère. Abdoulaye Ouadaga nous en fait le compte-rendu. La pénurie d'eau qui se poursuit à Dakar et sa banlieue n'est pas sans conséquences. Plusieurs foyers sont affectés par ce manque de liquide précieux. C'est le cas à Amonsis dans le département de Guédiawaye. Ici, les habitants sont restés de nombreux jours sans une goutte d'eau. 3 mois toog nañ ko amuñu ndox xuloo be xeex bi lu waaye bëgg a wax la ko ci robinet bi te loolu du yoon dañuy fay facture kon ñëpp. L'eau ne coule plus du robinet. C'est un camion citerne qui assure la fourniture d'eau sur les lieux. Les ménagères se bousculent pour s'approvisionner. Cette pénurie porte également un préjudice aux ménages. Dans les foyers, les activités tournent au ralenti. Des manifestations ont été enregistrées en banlieue. Elles réclament le retour à la normale de la fourniture d'eau. Pour être complet sur cette actualité, retenez que le ministre de l'Hydraulique reconnaît qu'il y a un réel problème d'approvisionnement en eau. Mansour Faye affirme que le déficit est évalué dans la capitale à 45 000 à 54 000 mètres cubes. Cette situation ne devrait connaître d'amélioration significative d'ici mi-juillet avec l'opérationnalisation de nouveaux forages qui produiront dans un premier temps 40 000 mètres cubes jour et dans un second temps 60 000 mètres cubes jour, ce qui résoudra le problème. En attendant, le ministre prévoit des alternatives dans la dynamique de dépasser définitivement ce casse-tête. Mansour Faye annonce l'octroi d'un financement de 274 milliards par un pool de bailleurs avec une contribution à hauteur de 20 milliards du Sénégal.
Nous parlons de toute autre chose dans cette édition. Il y a 50 ans, je vous l'annonçais tantôt, que disparaissait le premier président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Maître Lamine Gueye, est aujourd'hui donné en exemple à l'élite africaine et particulièrement sénégalaise. Le cimetière des abattoirs où il repose a accueilli ce matin une cérémonie de récital de Coran pour lui rendre un hommage de bonne loi. Et Mansour Sow, c'était en présence de Mansour Sow. C'est ici, dans ce mausolée situé au cimetière des abattoirs dans la corniche ouest de Dakar, que gît le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Maître Lamine Gueye, un homme multidimensionnel, un amoureux du savoir et des sciences islamiques. À 18 ans, il était traducteur en arabe. Tous les textes en arabe qui venaient au Sénégal, c'est lui qui les traduisait. Et quand on envoyait des trucs arabes, c'est lui qui les traduisait. À 18 ans, il enseignait déjà l'arabe à la médresa de Saint-Louis. Le contexte de l'époque, Lamine Gueye était quasiment un modèle. Avocat, juriste, mais il était très lié parce qu'il avait une culture islamique très profonde. L'homme au parcours exceptionnel était aussi un véritable éveilleur de conscience. Il a, de son vivant, contribué à la formation de nombreux cadres sénégalais, devenus les principaux instigateurs de notre accession à la souveraineté internationale. Il était aussi un grand panafricaniste. Son combat, il ne l'a pas mené pour le Sénégal. Il a mené le combat pour toute l'Afrique occidentale française à l'époque. Puisque vous savez qu'il y avait 8 territoires qui constituaient l'AOF. Et Lamine Gueye ne s'est jamais présenté comme un Sénégalais. Tout court. D'abord, il est né à Médine, donc au Soudan actuel Mali. Il a vécu au Sénégal. Et tout son combat, il l'a mené avec d'autres Africains pour l'intérêt de l'Afrique et pour l'émancipation des Africains. Le 1er juin 1968, l'ancien député à l'Assemblée nationale française tirait sa révérence, laissant derrière lui un peuple orphelin à jamais. Aujourd'hui, son œuvre est perpétuée à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition. Mansour Sow, parmi ses fidèles compagnons, on peut citer le président des communicateurs traditionnels du Sénégal, El Hadj Mansour Mbaye, accompagné Maître Lamine Gueye dans ses déplacements. Il revient ici sur les bisbilles et la réconciliation entre le premier président de l'Assemblée nationale sénégalaise et le premier président de la République du Sénégal. Et c'est le premier des communicateurs traditionnels qui nous le raconte. Écoutons-le. Un jour, le président Senghor qualifiait Obey Diop et quelques personnes de grands détracteurs. À l'époque, c'était les sages qui jouaient le rôle de sapeurs-pompiers en les réconciliant. Mais ça n'a pas duré. C'est ainsi que le président Senghor créa son parti politique en 1948, BDS, et Lamine Gueye militait au Parti socialiste. Mais beaucoup d'événements arrivèrent après, comme ceux de Kagnabon et dont le bilan fait état de 4 morts. Pendant ce temps, Senghor fut en campagne. Du coup, il a été interdit d'entrer à Kermadjabel. Pourquoi ce blocage? Parce que tout simplement, cette localité fut le fief de Cheikhoul l'Islam et El Hadji Ibrahim Niass. C'est par la suite que Senghor est allé battre Lamine Gueye. Il était avec Abbas Gueye. Tout le Sénégal soutenait Senghor, sauf Dakar, Gorée, Saint-Louis qui était du côté de Lamine Gueye. Quand il a gagné les élections, Senghor avait promis de nommer Lamine Gueye président de l'Assemblée nationale et un poste de premier ministre. Le Parti socialiste, informé de la nouvelle, Lamine Gueye donne son accord car selon lui, le pays appartient à tous, surtout dans un contexte marqué par des tueries, des manifestations. Ce fut le cas à Bakel et à Matam. Nous restons avec le père de la nation sénégalaise. Bientôt une antenne de la fondation Léopold Sédar Senghor à Limoges en France. Une délégation de hautes autorités de cette ville séjourne présentement au Sénégal. Elle a été reçue par le conseil d'administration de la fondation Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Une rencontre qui a permis de jeter les bases de l'expansion de la pensée senghorienne dans la capitale de la francophonie. Mansour Sow. Limoges, cette ville du centre-sud-ouest de la France, elle est connue pour son fort ancrage historique et aux valeurs fondamentales de la francophonie.
C'est d'ailleurs cette ville historique qui va abriter une antenne de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Limoges comme ville de la culture, comme Limoges ville de la francophonie, comme Limoges ville universitaire, comme Limoges cadre d'échange avec le Sénégal, au-delà même de la Fondation. Et tout ceci nous a convaincus, mais nous étions déjà en fait, que Limoges pouvait bien accueillir l'antenne de la Fondation en France, avec même un élargissement dans le domaine des arts entre le ministère de la Culture du Sénégal et son école des arts et les écoles des arts à Limoges. L'enfant de Joal, à travers sa production littéraire, est aujourd'hui partout cité en exemple. La jeune génération est ainsi appelée à suivre les enseignements du poète président. On ne craint pas de s'ouvrir. C'est pourquoi Senghor avait dit dès le départ, assimiler, non être assimilé. Alors c'est un langage, un message qui est d'actualité. Parce que tous nos jeunes ont besoin aujourd'hui, dans les troubles que le monde connaît, mais d'avoir une identité, de savoir d'où ils viennent et quelles sont les bases sur lesquelles ils ont été éduqués et formés. Et il faut que, conscients de cela et de ce qu'ils peuvent apporter au monde, aller à la conquête du monde, non pas en mendiant, mais en conquérant. C'est en septembre 2016 que l'idée de la création d'une antenne de la Fondation Léopold Sédar Senghor a été agitée au cours d'un voyage à Limoges. Aujourd'hui, l'acte fondateur vient d'être posé par les deux entités. Cet élément est l'acte qui clôture cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle.